Donc, bonjour à tous. Effectivement, je me présente César Miguel, donc je travaille chez Accor au sein d'une équipe qui s'appelle l'Innovation Factory. Donc, on est en charge justement de la création, de l'exploration de nouveaux canaux ou nouveaux produits au sein du groupe par rapport à l'existant qui sont les canaux classiques, l'app et le site web ou les produits hôteliers. C'est un sujet, justement, je me suis dit, je suis entouré d'une audience qui est déjà quand même assez bercée sur les sujets d'innovation, donc je pense que je ne vais rien vous apprendre. Ce sera un succès si au bout de quelques vingtaine, trentaine de minutes de présentation, vous avez un moment. Vous dites, ok. Donc ce sera déjà un gros succès, sachant que j'espère que vous êtes tous déjà assez forts dans le sujet. Donc, je vais vous parler d'abord, on va mettre quelques bases sur les définitions d'innovation. Malheureusement, ce n'est pas très standard, donc disons, voilà, pour qu'on parle tous la même langue, on va déjà se dire un peu et vous présenter un peu quelques frameworks que j'aime bien utiliser pour définir ce qu'est l'innovation et ce que n'est pas l'innovation. On parlera aussi de quelques buzzwords, et justement j'en parlais avec Nicolas dans la table justement avant, c'est dire, ok, on va prendre quelques termes qui sont très souvent utilisés dans l'environnement, dans le milieu de la transformation digitale et l'innovation, et aller un peu creuser qu'est-ce qu'ils veulent dire vraiment, pour comprendre qu'est-ce qu'il y a derrière. Et finalement, justement, terminer par, une fois qu'on a vu ça, qu'est-ce que ça représente vraiment en termes de culture pour l'entreprise, et donc, voilà, quel risque ça représente aussi, et qu'il faut prendre ou pas, on verra après. Donc, pour ce qui est définition, moi, il y a un framework que j'aime beaucoup utiliser, qui s'appelle Opportunity Vacuum Framework, donc le framework de vide d'opportunité. Et je le trouve très intéressant pour plusieurs raisons. La première, c'est évident, c'est qu'il parle de il aborde les trois gros axes de l'innovation, qui sont le premier, l'adjacent possible. Donc c'est cette exploration de ce que la technologie nous permet de faire demain. Donc pas forcément ce qui existe aujourd'hui, c'est pour ça qu'on parle d'adjacent, c'est juste ce qui est dans la limite, dans la frontière du possible aujourd'hui, mais qui sera possible demain. Donc ça c'est le côté vraiment technologique. La question qu'il faut se poser, c'est est-ce que ça va marcher, par exemple? Est-ce que ce qu'on essaye de tester ou explorer, est-ce qu'on est sûr que ça marche ou pas? Si on n'est pas sûr, ça mérite d'être exploré. Le deuxième volet, qui est le côté plus marketing, l'adjacent viable, c'est-à-dire est-ce qu'il y a un business model qui est soutenable derrière. Il ne faut pas oublier, si on invente un truc de malade avec une technologie incroyable, mais ce n'est pas rentable, bah, ça ne marchera pas. Et donc, ce ne sera pas une innovation, ça ne produira aucune valeur parce qu'à long terme, ça va mourir. Donc c'est le deuxième volet. Et le troisième, et ce n'est pas pour autant que je le dis en dernier qui est le moins important, c'est l'adjacent acceptable. Donc est-ce que l'utilisateur veut notre produit? Est-ce qu'on est en train de répondre à un besoin existant? Est-ce que justement, pareil, est-ce que la société est prête à accepter l'innovation qu'on essaie de pousser? Et ça peut être vraiment dans les deux sens. Est-ce qu'il y a un besoin et est-ce que socialement c'est OK ou pas? Donc ces trois volets justement expliquent ce framework pour dire l'innovation doit à minima se trouver dans une des trois composantes, idéalement dans les trois. Mais ce que je trouve vraiment intéressant de ce framework pour la définition, c'est cette notion de vide. Cette notion de vide, c'est le vide d'opportunité. Le vide, comme dans la nature, ça fait l'analogie, c'est quelque chose qui est instable. La matière va avoir tendance à le remplir. En gros, c'est une façon aussi d'introduire cette notion d'inévitabilité de l'innovation. Si on n'y va pas, quelqu'un va y aller. S'il y a une technologie qui est présente et qu'on n'utilise pas, quelqu'un va le faire. S'il y a un marché, une façon de faire de l'argent qu'on ne fait pas, quelqu'un va le faire. Et s'il y a un besoin utilisateur qu'on n'adresse pas, quelqu'un va le faire. Donc en gros, voilà, non seulement ça définit les axes, mais ça introduit cette notion d'inévitabilité, ça va arriver. Donc soit on y va, soit on n'y va pas, mais quelqu'un va y aller, c'est sûr. C'est une question de temps. Une autre notion justement que j'aime bien aborder dans ce process, c'est ces trois étapes justement entre l'idéation et vraiment la construction d'un produit. Donc en gros, il y a trois étapes. Donc une première qui est cette réflexion, c'est plus vraiment du théorique, de l'idéation. On reste sur des concepts, sur du mock-up. Une deuxième étape qui est ce passage à un test nature. Et vraiment là, on parle justement de proof of concept, de test de concept ou de prototype. Et la deuxième, justement, c'était cette industrialisation du produit. Donc quand on transforme une idée et un concept qu'on a forcément testé dans des environnements réduits ou contraints, dans quelque chose qui va scaler et qui va marcher à l'extérieur. Notez que ces étapes sont forcément distinctes, qui ont besoin de compétences qui sont différentes, complémentaires mais différentes. Donc plus on est dans des phases d'idéation, plus il y aura besoin de UX par exemple, de user experience, de designers d'expérience, de facilitateurs, de gens qui vont faire de la recherche utilisateur, des enquêtes. Plus on arrive vers la fin, plus on aura besoin de ressources de production, donc plus du côté de développement, etc. Ces étapes qui semblent assez linéaires et assez enchaînées sont potentiellement discontinues, et c'est ce qu'on dit toujours, et c'est ce qu'on voit d'ailleurs dans beaucoup d'entités, dans beaucoup de grands groupes
quand ils lancent des initiatives d'innovation, c'est qu'en fait, il y a des gros silos qui se créent entre chacune de ces étapes, et parfois des limbos dans les projets qui tombent dans des limbos, en essayant de passer de l'une à l'autre. On peut très bien avoir des idées et faire du brainstorming. S'il n'y a pas de budget ou une volonté, il n'y aura jamais un test. On peut très bien avoir des tests super succès, qui ont un succès de malade, et ne pas passer à l'échelle parce que, pareil, il n'y a pas une capacité d'absorption des équipes, etc. Donc c'est un process qui semble continu, mais qui ne l'est pas forcément, avec beaucoup de disciplines qui sont connectées, mais du coup différentes à chacune des étapes. Et encore une fois, si on n'arrive pas jusqu'au bout, on ne fait pas l'exercice jusqu'à la fin, et donc il n'y aura pas vraiment d'innovation. Il y aura des idées, il y aura beaucoup de choses, mais on n'arrivera pas à la fin. Un autre petit concept qui, je pense, qui est intéressant, justement, c'est l'évolution des critères qui définissent l'hégémonie ou la supériorité des entreprises au fur et à mesure de l'histoire. C'est simplifié, hein, vous comprendrez, c'est ultra simplifié, mais en gros, les premières entreprises, dans le monde industriel, qui ont eu du gros succès, c'est parce qu'ils avaient des outils qui étaient très performants, c'était vraiment l'innovation technologique à son état le plus élémentaire et classique. Et là, on pense justement à tous les gros mastodontes, les General Electric ou Westinghouse. Ils inventaient un produit qui était vraiment différenciant et qui était vraiment mieux que tout ce qui était existant dans le marché. Voilà, ils inondaient le marché, c'était très bien. Ça a très bien marché pendant très longtemps, sauf qu'au bout d'un moment, presque tout le monde pouvait produire presque tout, grosso modo. Hein, la R&D reste toujours très importante. Donc ce qui a fait la différence entre une entreprise et une autre, c'était la façon dont on organisait l'entreprise elle-même, donc les process. C'est là où on voit Toyota comme exemple dans les années 90, mais même avant, les années 60, enfin le Lean. Bref, donc c'était vraiment plus, je me différencie par rapport aux autres dans la façon dont je gère mes process et mes ressources. Donc c'est ça qui a rendu les entreprises plus efficaces et donc ils leur ont donné un edge, un avantage compétitif par rapport aux autres. Et ce qu'on voit aujourd'hui, justement, c'est plutôt les expériences qui font la différence. Aujourd'hui, presque toutes les entreprises savent bien s'organiser, plus ou moins, hein, on pourra discuter là-dessus, évidemment. On a tous plus ou moins des bonnes technologies ou des bons outils qui sont accessibles à tous. Donc qu'est-ce qui fait vraiment la différence? C'est l'expérience qu'on propose. En gros, tout le monde sait faire presque tout, on doit proposer quelque chose qui soit différent. Et c'est là où on voit, c'est le cas d'Apple. Apple, effectivement, ils produisent des très bons produits, ils ont des bons process, mais ce qui fait la différence, c'est vraiment l'expérience qu'ils proposent. Ce n'est pas forcément toujours les meilleurs produits qu'ils ont, et ce n'est pas forcément les meilleurs process qu'ils ont. Et pourtant, ils sont les meilleurs. Pourquoi? Parce que l'utilisateur voit vraiment une différence dans ce qui est proposé. Donc l'idée, voilà, c'est de dire, aujourd'hui, les attentes sont beaucoup plus orientées vers l'utilisateur. C'est pour ça qu'on parle aussi de l'ère de l'utilisateur, par rapport à d'autres précédentes. Et ceci dit, il faut bien le dire, ce n'est pas parce qu'on a une super expérience que ça va marcher si on n'a pas des bons produits ou des bons process. Hein. Il ne faut pas dire que la dernière élimine celle d'avant, c'est juste quelque chose qui s'entasse. Mais aujourd'hui, ce qui fera la différence, c'est plutôt l'expérience par rapport au process ou par rapport à la technologie, aux outils vraiment eux-mêmes. Donc, on a mis le cadre, on a à peu près tous la même notion de ce qu'est l'innovation, ce que doit être un process d'innovation. Parlons de quelques buzzwords. Et je suis sûr que vous les avez entendus autant que moi et j'espère que vous faites autant de pédagogie dans vos respectives entreprises autour de ces mots. Le premier, et je pense que c'est le mot le plus torturé que j'ai jamais entendu dans n'importe quelle réunion ou entreprise aujourd'hui, c'est l'agilité. Tout le monde veut être agile. Là, c'est le mot, absolument tout projet. Ah oui, il faut être agile, il faut être rapide. Et là, tous mes poils qui s'hérissent quand je commence à entendre ça. Donc déjà, parlons d'agilité. Donc déjà, l'agilité ou du lean d'ailleurs, hein, c'est quelque chose que j'insiste toujours. Les gens pensent que l'agilité c'est une rupture par rapport à l'existant, mais en fait pas vraiment. C'est juste une variante des mêmes principes du lean appliqué plus à du logiciel qu'à des process. Lean étant beaucoup plus orienté vers les process. Mais quand on regarde vraiment ce qu'il y a derrière l'agilité, qui est vraiment une philosophie, et j'insiste beaucoup, pas une méthode, il y a quelques concepts clés qui changent justement à la base et que pas beaucoup d'entreprises justement appliquent. Donc tout le monde veut être agile, mais pas vraiment. Donc derrière l'agilité, justement, il y a cette notion d'autonomie des équipes. Et qui dit autonomie, dit décentralisation de la décision. C'est les équipes, pour être agiles, doivent être maîtres. Du coup, on parle de ownership, product owner. Les mots sont là. Hein, doivent être autonomes et propriétaires de leurs propres produits. Ça, c'est extrêmement rare. Deuxième point aussi, c'est l'absence de planning. Ça choque beaucoup. Mais même Lean, déjà, il y a 50 ans, disait qu'il faut déférer les décisions jusqu'à la dernière minute. Agile reprend la même notion. C'est le concept d'itération ou de backlog, ou même justement de définition des tâches dans le backlog, ne se fait que quelques jours avant le début du sprint. Donc en gros, c'est dire il ne faut pas décider avant la dernière minute où il faut vraiment décider. En gros, soyons plus réactifs que planifiants. Encore une fois, je vous laisse réfléchir à est-ce que dans votre entreprise, vous êtes vraiment dans la réaction ou dans l'itération plutôt que dans le planning ou dans la roadmap. C'est très rare.
Donc voilà, soyons agiles, ce que ça veut dire. Un autre point justement, c'est essayer de targeter l'excellence. Donc agile, effectivement, se fixe des critères de qualité de code, parce que c'est très orienté sur du logiciel. Lean parle aussi de réduction de déchets. Déchets comprend tout ce qui n'apporte pas de la valeur. Donc en gros, la mesure de l'excellence se mesure par la valeur apportée. La valeur apportée, qu'on verra après justement après, n'est pas mesurée par forcément des critères externes au produit, mais par l'utilisateur final. Et le dernier point, justement pareil, c'est l'itérativité et la construction à partir de la connaissance. Encore une fois, l'important c'est d'apprendre et d'être rapide justement dans les différentes variantes qu'on va créer pour avoir le plus d'informations possible, le plus vite possible, pour justement pouvoir prendre les décisions le mieux possible avec le plus de contexte disponible. Donc déjà voilà, premier mot qui est quand même très souvent très torturé, on va dire comme ça. Deuxième mot, et je suis sûr pareil, deuxième notion que vous avez aussi entendu parler, qui est très torturée dans vous aussi, tout ce qui est intelligence collective. Ah, on adore faire des workshops maintenant. Là, on fait plus de réunions, on fait des ateliers. Ah, c'est magique. Et pareil, on parle du UX, il faut absolument être user-centric. C'est génial. Mais qu'est-ce que ça veut dire vraiment? Là, je vous présente typiquement un exemple de process de design thinking. Donc design thinking, celui-là est inspiré justement d'IDEO, une des deux entreprises fondatrices de ces concepts. Et si on lit justement ces étapes, il y a en gros 3 grosses étapes qu'il faut retirer là-dessus. Il y a une première partie qui est vraiment l'exploration du besoin, cette partie d'empathie envers nos clients. Donc c'est se mettre à la place d'eux, c'est construire pour quelqu'un. Une deuxième partie qui est cette construction, cette idéation, cette construction de test. Et la dernière partie, et justement c'est une erreur que les gens comprennent, souvent quand on présente ces process linéairement, c'est qu'en fait c'est une boucle. L'output de la sortie de ce process est un apprentissage, et donc par définition un apprentissage, ça peut être positif ou négatif. Donc typiquement, tout ce qui va être intelligence collective, ça veut dire quelque chose. Déjà, on ne parle pas de je, on parle de le client. Donc la prise de décision en fait est très bottom-up, c'est toute décision qui va être prise pour le développement du produit. En fait, ce n'est pas décidé par quelqu'un dans l'entreprise, c'est décidé par le client. Ça peut être priorisé ou pas, certes, mais c'est vraiment très bottom-up, et c'est cette partie d'empathie. Et on le voit, c'est quand même une moitié du process. Donc on se met à la place de l'autre, les décisions qu'on prend ne sont pas pour nous, sont pour quelqu'un d'autre. Une deuxième partie justement, c'est que toutes ces données du coup sont basées sur toutes ces décisions sont basées sur des données. Ouais, c'est justement cette partie de définition, de recherche utilisateur, extrêmement important, donc c'est pas du feeling. Et la troisième justement, c'est itératif, donc comme je disais, c'est un apprentissage. Donc on ne peut pas forcément prétendre à la sortie d'une boucle d'itération justement de design thinking d'avoir un produit qui marche, pas forcément, on va avoir un apprentissage. Et c'est au fur et à mesure de N boucles qu'on va trouver quelque chose qui marche, qui apporte de la valeur pour nos utilisateurs et qu'on peut prouver. Donc voilà tout ce que ça implique justement en termes de changement de mentalité au sein des équipes dans la façon dont on gère aujourd'hui les projets. Donc les roadmaps, voilà, c'est compliqué. Les prises de décision, en fait, c'est nos clients qui décident. Voilà, vous commencez à comprendre justement tout ce que ça implique quand on parle d'eux. On va faire un atelier. Oui, en fait, ça c'est vraiment un atelier et on inclut nos clients depuis le début, on travaille avec eux et du coup c'est eux qui vont décider. Soit c'est une réunion qu'on veut rebandrer d'une autre façon. On veut juste faire de la cosmétique. Et le dernier point, justement la frugalité. Et on adore aussi dire oui, enfin, il faut faire beaucoup plus avec beaucoup moins. Les concepts de MVP, pareil, mot qui est torturé dans tous les sens, le minimum viable product. Qu'est-ce que ça veut dire vraiment? Moi j'aime bien cette représentation parce que je l'utilise très souvent justement pour expliquer un peu les différentes phases ou le différent avancement de ce process. L'idée est de dire, le process justement au début a une très grande incertitude et potentiellement le coût d'explorer cette incertitude est faible. C'est normal, c'est quand on est juste en train de penser. Penser, c'est gratuit. Enfin, on peut parler, enfin, gratuit, il y a quand même notre temps, mais ça ne coûte pas grand-chose. Par contre, on ne sait pas grand-chose non plus. C'est vraiment le tout début de ce process d'innovation, de ce process justement de construction d'un nouveau produit. C'est pas cher, c'est frugal, tout est bon. On se dit, on peut créer des ateliers, des workshops, avec de l'intelligence collective, pour envisager une production en agilité. Hop, allez, hop, on a coché tous les buzzwords, c'est bien, ça ne coûte pas très cher, ça tombe bien, c'est frugal, on est bon. Par contre, plus on avance dans le temps, plus l'incertitude du coup est réduite, c'est le but, c'est ce qu'on disait, c'est apprendre, donc réduire cette incertitude, mais les coûts aussi vont augmenter. C'est ce qu'on disait, quand on passe d'une phase d'idéation à une phase de prototype, il faut mettre de l'argent, il n'y a pas de mystère. Et quand on passe d'une phase de prototype à une phase justement de produit avec une vocation de scale, donc de grossir
et de le rendre robuste, il faut encore mettre plus de ressources. Donc en gros, il faut augmenter les ressources et c'est juste à la fin qu'on peut prétendre avoir un ROI. Donc potentiellement, c'est qu'à la fin où on peut se dire oui, je peux gagner de l'argent. Et entre les deux, il y a un grand vide en fait. Il y a un gros vide et on ne sait pas trop. On ne sait pas trop, c'est ce qu'on disait, ça peut marcher ou ça peut ne pas marcher. Ça peut scaler ou pas, le prototype peut s'avérer non fonctionnel. L'utilisateur peut ne pas vouloir la solution finalement. Et qu'est-ce qui se passe? Il faut prendre des gros risques en fait. C'est ça l'idée derrière tout ça, c'est il y a une zone de vide et qu'est-ce qui se passe entre les deux? J'ai parlé des 3 concepts comme ça, voilà, on a quelques bases, on se dit, ok, on a quelques notions de ce qu'il faut ou ce qui est nécessaire en termes de culture justement dans l'entreprise pour avoir justement ce process d'innovation. Qu'est-ce que ça veut dire vraiment un peu en concret? Et là on arrive justement à des notions un peu plus dures. Donc parlons des différents niveaux justement dans l'entreprise, parce que justement cette transformation digitale ou cette transformation vers une culture produit et innovation va toucher les 3 niveaux. Le premier c'est l'individu, évidemment. On parle de transformation digitale, mais moi j'insiste toujours, une transformation digitale c'est en fait une transformation humaine. Il ne faut pas penser que c'est une question d'outils, une question de logiciel ou de code ou de pratique, c'est vraiment une question d'humain. McKinsey s'amuse souvent à produire des études sur justement the War of Talent, donc la guerre des talents, qui publie tous les X années, où il montre justement la différence de performance entre un top performer et un average performer, donc quelqu'un qui est vraiment très très bon et quelqu'un qui est bon, juste bon, par rapport à des tâches qui sont hautement complexes. Et il y a un facteur 8. Ce qui veut dire justement, c'est que si on ne change pas, si on accepte justement les profils moyens ou les études moyennes, on n'aura pas forcément un très bon rendement, justement dans des phases plus incertaines, dans des process plus incertains, comme l'innovation. Et qu'est-ce que ça veut dire justement ça? En fait, les bons talents, ça s'attire, ça s'entraîne et ça se retient. Il y a les 3 aspects. Si on ne fait pas les 3, la chaîne a un maillon faible et donc on ne va pas tirer profit justement de cette composante plus individuelle, plus humaine. Il n'y a pas de mystère, encore une fois, pour attirer les talents, il faudra payer le prix du marché. C'est pareil, la plupart d'entreprises ont souvent les grilles salariales, c'est la plus grosse aberration dans un marché comme le nôtre qui évolue aussi vite que ça évolue, typiquement, où ils ne sont pas capables forcément de payer le prix du marché pour des compétences qui ne sont pas forcément dans les grilles. Et c'est quelque chose justement où j'avais des grosses discussions toujours dans toutes mes entreprises, où ils continuent à penser que la concurrence sont les entreprises du même secteur, et c'est faux. Moi je leur dis, dans mes équipes, c'est Google ma concurrence. C'est pas forcément Hilton, c'est pas forcément Marriott. C'est vraiment Google, c'est Amazon, c'est des gens qui vont me piquer mes développeurs une fois que je les ai embauchés, que je les ai entraînés, qui sont devenus des stars. Et en plus, ils vont me les piquer, mais sans hésiter un seul instant. Ils vont payer le double facilement du salaire, leur donner des conditions de travail qui sont incroyables, des stacks techniques, du coup, la possibilité d'apprendre des nouvelles technologies pour eux. Donc voilà, si on n'arrive pas à régler tout ça, le process est défaillant. Le process est défaillant, et d'un point de vue humain, les gens ne vont pas tenir. Du coup, là, justement, on parle de cette rétention. Donc c'est très bien, justement, de pouvoir les attirer, mais il faut les savoir garder. Pour ça, il y a une composante qui est beaucoup plus importante que le salaire, qui est justement la culture de l'équipe. Et c'est là où, pareil, il faut proposer justement un environnement, et on arrivera justement au point d'après, où les gens puissent se retrouver et ils voient de la valeur à grandir personnellement et à s'améliorer. Et le troisième, justement, qui est voilà, tout le côté de la structure aussi. Il ne faut pas l'oublier, on parle aujourd'hui d'agilité. Moi, c'est quelque chose que j'ai toujours dit. Arrêtez de vendre justement dans des entretiens d'embauche l'agilité en tant que recruteur, faites parler l'équipe. Faites rencontrer l'équipe et que l'équipe parle elle-même. C'est que comme ça qu'ils vont le voir. On parle des personnes, donc ça c'est la granularité la plus atomique. On va parler maintenant de la structure au-dessus, de la molécule, pour faire la similitude. Donc en termes d'équipe, qu'est-ce que ça veut dire aussi? Il faut créer une consistance d'équipe. On parlait d'agile justement avant, le mot bien torturé dans tous les sens. Pour créer justement cette équipe agile, il faut créer cette multidisciplinarité, ce dont on parlait justement au tout début, en disant en fait on a besoin de profils qui sont plutôt différents pour gérer tout ce process et ce produit. Donc il faut des gens justement qui puissent explorer l'adjacent possible, donc c'est ce côté technique, c'est plutôt là le côté développeur. Il faut des gens qui puissent explorer justement cet adjacent viable, donc c'est cette notion de business, des gens qui sont experts justement dans le côté viable, dans le business model. Et là c'est pareil, moi je pousse beaucoup aussi pour avoir des entrepreneurs au sein des équipes, des anciens entrepreneurs. Ils donnent justement cet esprit plus extérieur sur la création de valeur.
Des gens qui vont justement pouvoir explorer l'adjacent acceptable. Là, on parle justement, comme je disais, des designers UX, des gens qui vont savoir conduire des tests utilisateurs, qui vont savoir faire de la recherche utilisateur pour être sûr qu'on est toujours en train de produire de la valeur pour nos clients. Et après, justement, des gens pour faciliter tout ça. Et c'est là, justement, dans ces dernières, qu'on commence à comprendre le rôle du management dans des équipes agiles. C'est plus des rôles de facilitation et de coaching que vraiment de direction. Pareil, quand on revient à tout ce qu'on parlait sur l'agilité, on parle d'autonomie, d'ownership, d'évolution ou d'auto-organisation des équipes. Ça repose beaucoup de questions justement sur comment on organise, comment on structure une entreprise. C'est si ces équipes agiles deviennent la structure de base, du coup, qu'est-ce qu'on leur donne et comment on les construit? On se dit, ok, très bien, ils doivent être autonomes, donc on va leur donner de plus en plus d'autonomie. Très bien, et de plus en plus de prise de décision, par eux-mêmes. Très bien. Donc en gros, ça devient vraiment des structures presque indépendantes du reste de l'entreprise. Et c'est ça justement qu'on vise à obtenir pour justement permettre de faire de la rétention. C'est là où on parlait justement des individus avant. Je parlais de management. Il y a toute une liste justement de nouveaux skills et de nouvelles approches à avoir en tête. Aujourd'hui, et moi je l'ai vécu justement typiquement personnellement, les gens vont vraiment choisir l'entreprise en fonction de la culture et du style de management. Et encore plus dans des contextes aujourd'hui où on a de plus en plus de freelance ou des gens qui sont indépendants et donc qui peuvent partir avec un préavis de 2 semaines, une mauvaise culture, un mauvais management très top-down, très directif, va faire qu'ils partent, on va perdre l'équipe en 2 semaines. Donc c'est vraiment important de mettre en place justement cette transformation dans le style de management, sinon l'équipe elle ne va pas tenir dans la durée. Donc on a vu les individus, on voit les équipes, qu'est-ce qui reste encore plus haut? L'organisation, évidemment. Donc là c'est pareil, moi j'aime beaucoup parler de découplage. Je ne sais pas si vous êtes tous familiers avec les concepts en informatique, c'est une pratique justement dans le développement de la production d'architecture de nouvelles applications qui est très répandue aujourd'hui, on parle justement de microservices ou d'API first. L'idée derrière tout ça, c'est de dire en fait, traditionnellement on construisait nos applications en monolithe. En gros, on mettait toutes les fonctions ensemble, tout était connecté, c'était un seul bloc. Voilà, ça a des avantages, hein. Il ne faut pas dire que c'est un mauvais modèle, ça a souvent l'avantage d'aller plus vite, en tout cas pour le fonctionnement. Par contre, il y a aussi des très gros inconvénients, c'est que dès qu'il faut changer quelque chose, il y a des impacts partout et du coup le coût de changement est énorme. Donc, un modèle monolithique ne peut pas être agile par définition puisqu'on ne peut pas aller vite dans les changements. Point. Du coup, on a introduit un modèle par couche. Et vous le connaissez certainement aussi, souvent on sépare le front-end, le back-end et le stockage par exemple. C'est un modèle classique par couche. L'avantage, c'est qu'on commence à avoir quelques bénéfices justement du découplage, en séparant des fonctions qui sont potentiellement similaires mais aussi différentes entre elles. Mais quand même, il y a quand même beaucoup d'interactions et du coup de couplage et de régression quand on change un point dans une des couches par rapport au reste. Les architectures plus découplées, donc c'est la dernière en microservices, partent du principe qu'il faut créer des structures, des composants ou des services les plus indépendants possibles les uns des autres, jusqu'au niveau même que les services ou composants sont potentiellement inconscients de l'existence des autres. Donc c'est vraiment une indépendance le plus complète possible. Le rôle justement du global, c'est de construire une logique de communication commune. Donc la seule contrainte, c'est que tout le monde doit se parler dans la même langue, en gros. Mais après, chaque équipe, chaque composant, 5 fonctions, doit être le plus autonome possible et du coup, gérer toute la chaîne de bout en bout, de A à Z, de tout ce qu'ils font. Ça, c'est très bien pour le logiciel. Et aujourd'hui, vraiment, n'importe qui va développer une nouvelle application va se poser cette question et va certainement aller vers quelque chose le plus découplé possible dans la construction. Pourquoi on ne se pose pas la même question avec les organisations? Au final, aujourd'hui, une organisation matricielle, c'est grosso modo l'organisation layer. C'est l'équivalent. En gros, le monolithique, c'est une start-up. En gros, c'est ça. Il y a 3 personnes qui vont tout faire. C'est le modèle, il n'y a pas au retour de demande. Au fur et à mesure que l'entreprise grandit, on met des couches. On met des couches, c'est le même modèle. On va faire de l'IT, on va faire du marketing, on va faire du business, créer des couches. Ce n'est pas une organisation orientée produit. Ces couches vont avoir potentiellement des objectifs qui sont peut-être en concurrence, dans le meilleur des cas plutôt alignés, mais souvent en concurrence. Et donc, les produits vont être victimes justement de différentes directions, différents objectifs au sein même de l'équipe. Les développeurs vont dépendre de l'IT et donc ils auront des objectifs par rapport à l'IT. Les gens du produit vont dépendre du business ou du produit et donc auront des objectifs par rapport au produit. Les designers, souvent, ils sont même à part, donc il y a encore une autre direction pour le design. Le marketing est complètement à côté du produit, donc voilà. Ça, c'est classiquement matriciel.
Une organisation orientée produit va construire l'organisation autour des équipes qu'on a vues avant. Donc en gros, on part d'une pierre élémentaire de construction qui est la feature team, donc l'équipe agile. Équipe agile, c'est petit. Hein. On parle aussi de deux pizza team, donc c'est une équipe que tu peux alimenter avec 2 pizzas. En gros, 8 personnes, 10 s'ils ne mangent pas beaucoup. Mais c'est des petites structures. Et il faut construire justement toute l'organisation pour rendre ces structures le plus autonomes possible. Et c'est encore une fois, on revient à cette idée à l'échelle de l'informatique, on l'étend à ce que sont les organisations aujourd'hui. Et on revient aussi justement à cette notion d'agilité. Vous le savez très bien, justement, dans la gestion de projet, il y a 3 grandes dimensions. Il y a le timing, donc en gros le planning vers lequel on veut produire notre solution, les features, donc qu'est-ce qu'on veut faire, et les ressources qu'on y met. En gros, ce qu'a dit Agile depuis le début, c'est que si on fixe les 3, ça ne marche pas. C'est un système qui est surcontraint, et du coup, ça claque. Ça claque, soit on le paye en qualité, du coup on produit quelque chose qui n'est pas de qualité suffisante, soit souvent, et c'est ce qui arrive, on fait nos cahiers de charges, voilà, on fait notre appel d'offres, donc on fixe un planning, on dit on veut que ça soit livré dans 3 mois, on fixe un budget parce que le cahier de charges l'a fixé, on fixe nos features, le truc, tout ce qu'on a listé qu'on voulait produire, finalement on tire les prix vers le bas, voilà, le truc classique. Qu'est-ce qui se passe à la fin? Il y a des délais, il y a des surcoûts, on connaît tous. Donc en gros, il y a toujours une des 3 qui explose, des 4, la qualité. Ce que dit l'Agile, c'est non, changeons ça, on a des équipes, comme disait, la structure élémentaire, qui a une capacité fixe, c'est les ressources qui sont fixes, on a un timing qui est fixé, c'est cette itération, cette sprint, et c'est les features qui vont être au fur et à mesure construites, mais on ne sait pas trop. Donc on revient à tout ce qu'on a dit avant, de ne plus avoir de roadmap, puisqu'on ne sait pas trop ce qu'on va produire ou quand. En fait, on s'assure d'une production. Donc on prend un risque, on ne sait pas trop où on va en fait. C'est pas grave, mais c'est un risque. On fixe nos ressources, donc en gros, on ne peut pas forcément absorber tout ce qu'on veut. Dès qu'on absorbe, il faut lâcher quelque chose, la capacité est fixe. Et le timing, on verra où on va, en gros. Et quand on arrive à tout ça, quelle est la conclusion? En fait, il faut changer les personnes, ou la façon dont on gère les personnes. Il faut changer la façon dont on gère les équipes, et il faut changer l'organisation. Tout ça, ça veut dire quoi? Du risque. Du risque pour des entreprises qui sont nées justement dans la vague précédente, donc l'optimisation des process, et donc la réduction de risque. C'est compliqué. On est dans une phase, ça c'est facile de faire, tout le monde s'est lancé des initiatives, des labs d'innovation, ça c'est la partie frugale, même si on met de l'argent, hein, on met pas mal d'argent. On attend tous le rendement, on attend tous le passage au produit, le produit qui va exploser, le next big thing, et entre les deux, personne ne veut prendre des risques. Et justement, quand on revient à cette définition que j'aime bien de l'opportunité vacuum, l'innovation est inévitable. C'est quelque chose, la transformation va venir, va arriver, il y a juste 2 positions. Soit on prend le risque et on prend le devant, et c'est un risque, soit on ne le prend pas et on attend que ça nous rattrape. Voilà pour moi. Il me reste 5 minutes, donc c'est prévu dans le temps. Si vous avez des questions, c'était un peu le but si on a. Sinon, il y aura les roundtables après, évidemment. J'ai eu un moment ou pas? Quelqu'un a appris quelque chose? C'est ça le but. Merci beaucoup, c'était très intéressant.